15h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Les titres: lutte contre l'extrémisme violent au Burkina. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement veut faire de la cohésion sociale une arme de résilience. Up to Résilience est un projet né à cet effet, un projet dont la mise en œuvre a commencé par le diagnostic des maux qui fragilisent le ciment social. Les résultats de l'étude en début d'édition. Et puis dans cette édition, nous ferons un arrêt sur le 25e roi de Yatenga, Naba Kango, un roi exceptionnel à plus d'un titre, nous confient les anciens, ce qui fait donc la particularité de ce roi dans le dossier de cette édition. Et puis, lutte contre le Covid-19, les pays du G7 promettent plus de 7 milliards de dollars d'aide à la vaccination dans les pays en développement. Décision issue du sommet virtuel du G7, au cours duquel l'Union européenne promet également de doubler son soutien au programme COVAX en Afrique. Merci donc de nous recevoir chez vous. À l'extrémisme violent au Burkina, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement veut opposer la cohésion sociale. Pour ce faire, il pose le diagnostic des facteurs de dégradation du climat social en donnant la parole à plus de 1500 jeunes. Les résultats de l'étude ont été dévoilés hier à Zignaré au cours d'une cérémonie qui marquait du même coup le lancement du projet Up to Résilience. À cette rencontre, tous sont unanimes. La cohésion sociale au Burkina Faso est en souffrance. Et quelles en sont les causes? Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD veut en savoir davantage. 1600 jeunes de 15 à 35 ans de 33 communes de 6 régions ont été entendus. 3 facteurs se dégagent au terme de l'enquête. Le manque de tolérance. Aujourd'hui, c'est l'un des facteurs ou des dimensions qui tirent beaucoup vers le bas la cohésion sociale du Burkina Faso. Il y a également un esprit de méfiance ou de peu de confiance que les jeunes ont développé au niveau des structures publiques étatiques. Le dernier, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, ces jeunes-là se sentent exclus du système. Ils n'ont pas d'emploi. Ce qui leur fait peur le plus, c'est même l'absence d'avenir d'emploi. À cela s'ajoutent les violences subies par les déplacés internes. Selon le secrétaire exécutif du GRAD, le fait d'être victime de violence peut les amener à reproduire la violence. Et les résultats préliminaires de cette enquête serviront à la consolidation du vivre ensemble. Tout ce que j'ai entendu ce matin comme résultat, premier résultat de l'étude, de la recherche-action menée par les équipes du GRAD, il faut saluer. C'est vraiment des résultats appréciables. Et je crois que ça ne viendra que faire notre bonheur pour enrichir davantage aujourd'hui notre référentiel de la stratégie sur la cohésion sociale qui existe, qu'il faut améliorer. Ces données produites par le GRAD entrent dans le cadre du projet Up to Résilience. Un projet qui veut faire de la cohésion sociale une arme pour barrer la route à l'extrémisme violent au Burkina Faso. La cohésion sociale est également au cœur d'un autre projet, lui porté par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas. Le projet, qui prend en compte également la gouvernance locale, couvre 85 collectivités territoriales du Burkina. Avant d'entamer ses activités sur le terrain, le projet veut s'assurer des besoins réels et spécifiques de chaque commune bénéficiaire. L'étape de la commune de Dédougou avec Edouard Ouedraogo et Draman Sow. Les défis sécuritaires ont engendré des milliers de déplacés internes et mis à mal le vivre ensemble dans certaines régions du Burkina Faso. La boucle du Mou n'est pas épargnée. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et l'État burkinabé avec l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas viennent en aide à ces localités. Ici à Dédougou, ils peaufinent les stratégies d'intervention du projet Gouvernance locale et cohésion sociale. Dans un premier temps, il s'agira d'informer, mais aussi de travailler ensemble. Donc informer, c'est revenir sur le contenu du projet tel qu'il est conçu, qu'est-ce qui est envisagé, aussi partager avec l'ensemble des participants des 16 communes dans lesquelles le projet va être mis en œuvre. Les modalités, les procédures de mise en œuvre du partenaire qu'est le PNUD et comment la collaboration va se faire. Pour y arriver,
Les participants et le PNUD identifient les activités prioritaires à mettre en œuvre en tenant compte de la réalité et de la spécificité de chaque collectivité territoriale. Si un projet mène déjà un certain nombre d'activités dans une commune, nous n'allons pas reprendre la même chose, mais ce serait de voir comment est-ce que nous pouvons nous compléter, comment nous pouvons nous repartir le terrain pour créer plus de synergie et être beaucoup plus efficace et efficient dans l'utilisation des ressources que nous avons. Prévu pour s'exécuter sur la période 2020-2023, le projet Gold Coast va coûter environ 6 milliards de francs CFA. Nous restons dans la boucle du Mouhoun où l'ONG Lutrang World Relief vole au secours des personnes déplacées internes des provinces de Banwa et de la Kossi. 200 tonnes de vivres et des kits de soutien à l'élevage leur ont été remis. Une remise qui marque également le lancement de son projet de réponse à la crise humanitaire au Burkina. Yves Rwamba et Dramanso. Plus de 200 tonnes de céréales et des kits de soutien à l'élevage, c'est le don de l'ONG Lutheran World Relief au profit des personnes déplacées internes de la Kossi et des Banwa. Quoi redonner la joie aux bénéficiaires durement éprouvés par la crise sécuritaire. On a vraiment souffert. Le paiement du loyer, les médicaments et la nourriture est compliqué. Ce don est venu nous soulager. L'ONG LWR entend par cette initiative apporter une réponse aux besoins alimentaires et à la résilience des populations vulnérables. Nous allons apporter donc des vivres pour permettre aux ménages de déplacer et également aux ménages hôtes de pouvoir satisfaire à leurs besoins alimentaires immédiats. Nous avons un autre volet qui concerne le relèvement. Donc les populations, certes, ils ont besoin de pouvoir se nourrir sur le champ, mais ils ont également besoin de construire petit à petit leurs moyens d'existence qu'ils ont tout perdu à la suite donc de leur déplacement. Ces dons arrivent à point nommé pour soulager les services de l'État et leurs partenaires aux côtés des personnes déplacées internes et leur communauté d'accueil. Le souhait, ce serait que au moins cette crise prenne fin et que les gens retournent chez elles. Mais au moins, quand elles ont quelque chose à faire, notamment des activités génératrices de revenus, à la suite, n'est-ce pas, au moment où elles doivent retourner, qu'elles ne repartent pas les mêmes vies. La région de la boucle du Moun compte plus de 44 000 personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Cette question à présent, quel impact du Covid-19 sur les activités des femmes? Le ministère en charge de la femme et de l'action humanitaire, à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre, a tenu une rencontre hier à Ouagadougou sur la question. Il s'agissait de valider les résultats de l'analyse à genre des effets de la maladie à coronavirus dans les secteurs socio-économiques. Précision avec Suleiman Sanou et Aimé Solange Yigma. Sur la table de discussion, le rapport provisoire de l'analyse genre des effets de la maladie à coronavirus dans les secteurs socio-économiques. Un rapport qui donne la situation de l'impact du Covid-19 sur les activités des femmes. Un aspect aussi positif de la maladie a été relevé. C'est quand même curieux, mais en tout cas, l'étude a démontré qu'il y a certaines personnes quand même qui disent que la maladie a contribué à accroître leurs revenus. Et pour cela, vous voyez, en tout cas, ceux qui exercent dans le domaine de la confection des masques, des gels hydroalcooliques, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas eu que des effets négatifs, il y a eu quelques effets positifs aussi. À l'endroit des effets négatifs, il y a eu une exacerbation des violences basées sur le genre aussi. Et là, c'est quand même préoccupant, il faut le relever. Ce rapport, une fois validé, va permettre de corriger les inégalités entre les sexes dues au Covid-19 et de renforcer le leadership et la participation significative des femmes et des filles dans toutes les instances de gestion de crise. D'où le soutien du Plan international burkinabé, de l'UNFPA et du PNUD. Nous intervenons dans un domaine de développement durable qui voudrait qu'on accorde les mêmes choix et les opportunités tant à la fille, à la femme, au garçon, à l'homme. Et avec cette étude, nous aurons ici à assurer que dans la réponse, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte.
Les participants sont donc appelés à analyser en détail les résultats des données collectées selon la méthodologie adoptée, les contraintes et difficultés rencontrées lors de l'étude et à faire des amendements et des propositions dans le but d'affiner le dit rapport. Le Burkina Faso veut faire l'inventaire de ces espèces aromatiques tout en recherchant leurs vertus. Une étude a été commanditée pour combler le manque d'informations en la matière. Les résultats de l'étude ont été présentés aux acteurs de l'environnement au cours de la semaine pour validation. Roger Kam et Sekou Zongo. Valoriser et susciter la consommation des produits forestiers non liés, c'est l'objectif de cet atelier de validation. Il s'agit de mettre en exergue les produits forestiers non liés qui participent au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'équilibre nutritionnel. Cet atelier de validation de l'étude sur les espèces aromatiques au Burkina Faso est conduit par le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, ainsi que des partenaires au développement. Nous avons travaillé pour faire le répertoire de l'ensemble de ces produits. Nous avons travaillé pour voir dans quelle mesure on peut les préserver. Et troisièmement, en quelle mesure on peut les améliorer. Et quatrièmement, enfin, comment on peut travailler pour que ces produits soient introduits dans le marché normal pour notre consommation quotidienne. C'est-à-dire que c'est des produits naturels, donc bénéfiques pour la santé. Satisfait des résultats, l'ONG Luxembourg Aide et Développement envisage poursuivre son partenariat avec le ministère en charge de l'environnement. C'est une démarche ambitieuse depuis plusieurs années qu'on mène à côté des autorités du Burkina Faso. La coopération luxembourgeoise soutient 4 des 5 appuis budgétaires. Préconiser l'esprit du travail bien fait à travers des échanges francs permettra une amélioration de cette validation des textes. C'est peut-être à ce prix que l'on pourra minimiser les effets néfastes liés à la consommation des produits forestiers non liés. Le conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina a un nouveau président, Oumar Yugo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été installé hier avec 11 autres membres. Leur mission, travailler au rayonnement de la maison de l'entreprise, au-delà à la promotion du secteur privé. Le film de leur installation avec Paul David Bambara et Mouni Soubeiga. Le ministre du Commerce installe ainsi le nouveau bureau du conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Forte de 12 membres, la nouvelle équipe est désormais dirigée par Oumar Yugo. Il remplace Henriette Kabouré qui a présidé le conseil pendant 6 ans. Cette maison de l'entreprise, quand elle a démarré, nous avons pu bénéficier de 5 millions de dollars pour les fonds à coût partagé, ce qui a permis de promouvoir la jeunesse et l'entrepreneuriat. Un premier objectif, c'est de faire le tour des bailleurs de fonds pour trouver un crédit similaire afin d'avoir un produit identique pour la jeunesse. Deuxièmement, former et renforcer les capacités du personnel afin que nous soyons à la hauteur de notre mission. Mais aussi communiquer pour que la maison de l'entreprise puisse trouver le rayonnement qu'il avait. Tout comme le président sortant du conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, le ministre du Commerce a rendu hommage à la présidente sortante Henriette Kabouré pour le travail abattu. Quant à la nouvelle équipe, le gouvernement attend d'elle des actions fortes pour le rayonnement de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Et si ils ont les capacités de décharger en état central sur cette chose, nous pensons que c'est un très bon message et nous allons travailler ensemble dans ce sens. Les 12 membres du conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso ont été élus le 11 février dernier au cours d'une assemblée générale. Ils ont un mandat de 3 ans. Dans le domaine des affaires, la société Moustakbal Négoce se dote d'un siège à la hauteur de ses ambitions. Ambitions qui ne sont autres que de proposer un package de technologie de l'énergie solaire aux entreprises et aux ménages. Le nouveau siège Sijawara 2000 a été inauguré hier en présence de Vincent Kendribiogo. C'est ici désormais le siège de Moustakbal Négoce dans le quartier Ouaga 2000. Devant un parterre d'invités, le patron des lieux, Rasmaleh Sanfo, dévoile son entreprise. Une entreprise qui évolue dans le secteur de l'énergie solaire. Moustakbal Négoce est une entreprise qui se veut donner le meilleur en énergie solaire, développer la technologie, promouvoir le savoir-faire
et rendre l'énergie solaire accessible à tous. Nous travaillons vraiment à promouvoir non seulement l'énergie solaire, mais aussi à rendre l'énergie solaire accessible à tous. Accessible à tous tout simplement parce que nous avons des projets auxquels nous proposons vraiment à l'ensemble des Burkinabés des projets vraiment innovants, mais aussi à moindre coût. La cérémonie d'inauguration du bâtiment a eu lieu en présence de personnalités du monde des affaires et des jeunes entrepreneurs mobilisés pour la circonstance. Le chef du département de l'énergie y a également fait le déplacement, question de soutenir une entreprise qui va en droite ligne des ambitions du gouvernement burkinabé, à savoir développer l'énergie solaire. Des initiatives comme ça, il faut les encourager, il faut les saluer. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner les opportunités de business, pour que vous puissiez vous consolider localement, pour pouvoir prendre des parts de marché dans la sous-région. Rêveurs et ambitieux, les promoteurs de Moustak Bal Negos se proposent d'être fournisseurs d'un package de technologie du solaire aux ménages et aux entreprises au Burkina Faso. À Waïguia, dans le Yatenga, l'association Formation Développement Ruralité a également un nouveau siège. Le local situé dans le village de Saï a coûté 70 millions de francs CFA à l'association et à ses partenaires. La coupure du ruban avec Constantin Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. L'association Formation Développement Ruralité AFDR délocalise son siège de l'intérieur de Waïguia à la périphérie sud de la ville. Ce grand bâtiment d'un coût de 70 millions de francs fait office alors de nouveaux sites avec de nouveaux défis. C'est de permettre vraiment au personnel d'avoir de meilleures conditions de travail. Nous travaillons effectivement de notre côté à permettre aux producteurs, aux populations d'avoir un meilleur accès à une alimentation saine. La ruralité et la formation constituent un secteur transversal, d'où la présence de plusieurs ministres de tutelle ou de leurs représentants pour soutenir l'AFDR. Le travail qu'ils font est un travail énorme, un travail d'encadrement, un travail donc de formation, un travail donc d'appui aux producteurs ruraux et dans leur activité quotidienne. C'est une association qui mérite effectivement un soutien fort parce que ce sont de tels regroupements qui permettent donc de renforcer l'employabilité donc des femmes et des jeunes. L'AFDR existe depuis 20 ans et avec l'inauguration de son nouveau siège, elle entend étendre davantage ses offres de formation et d'encadrement au bénéfice de la jeunesse, sa cible prioritaire. Retour à Ouagadougou pour parler de promotion du Faso d'Anfani et professionnalisation des acteurs avec les tisseuses qui se regroupent en union. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue dimanche dernier, un bureau national de 13 membres est mis en place pour servir de répondant devant les autorités et défendre les intérêts des membres. Oumou Sissé. C'est une idée qui a germé en 2019 et aujourd'hui, elle est une réalité. L'Union des tisseuses du Burkina est née. Regroupant environ 900 associations de tisseuses, l'Union se donne pour mission la promotion du Faso d'Anfani dans sa diversité et également la défense des intérêts socio-économiques des tisseuses. Plusieurs n'ont pas de métier. Elles travaillent dans le système dit de mutualisation. Les personnes qui ont des ressources placent les métiers auprès des femmes, elles tissent et elles sont payées à la production à l'unité. Ça ne peut pas permettre de vivre décemment de son activité. Nous, notre souhait, c'est qu'au fur et à mesure, chacun puisse être autonome. Actuellement, l'État vient de donner des financements à des institutions de microfinance dans le cadre de la finance inclusive pour accompagner les associations. Donc notre souci, c'est de permettre aux femmes d'avoir accès au crédit. Et pour mieux vivre des retombées de leur métier, les tisseuses ont également besoin de formation. Au dire de Maïmounata Ouedraogo, elles sont nombreuses les tisseuses qui ne savent pas comment gérer une activité génératrice de revenus. Des sous-sections régionales et provinciales seront mises en place pour regrouper le maximum de tisseuses. Aussitôt installés, les membres du bureau promettent dans les jours à venir un plan d'action en vue de promouvoir l'autonomisation de ses membres.
cette page culture, nous la débutons avec les échos de la Semaine nationale de la culture, édition de 2022. Les semaines régionales s'annoncent et elles s'annoncent avec des innovations sur le plan organisationnel après le rendez-vous manqué de 2020 dû au Covid-19. Amadou Marcel Tou. La Semaine nationale de la culture 2020 fut la première activité majeure à avoir été annulée à cause du Covid-19. Une décision gouvernementale du 11 mars 2020 avait en effet stoppé net le processus organisationnel de la 20e édition de la SNC et créé la tristesse chez de nombreux acteurs culturels. Nous avions appris la nouvelle avec tristesse. Parce que vous savez, nous étions déjà de plein pied dans les préparatifs, d'autant plus que nous avions déjà mis en place le comité national d'organisation qui travaille déjà d'arrache-pied pour faire vivre aux différents festivaliers cette fête tant attendue. Nous sommes en train de rembourser. Vous aurez remarqué que du 12 au 23 janvier 2021, nous avons procédé à la réception des quittances qui avaient permis à ces différents prestataires-là de louer les stands pour la foire artisanale et commerciale. Et donc c'est pour dire que dans les jours qui suivent, nous allons procéder au remboursement effectif des 10 frais de location. Ce rendez-vous manqué, loin de décourager, a été mis à profit pour numériser les archives au niveau de la SNC. La SNC étant annulée, nous avions entrepris le processus de numérisation de tout ce qui est archive. Au jour d'aujourd'hui, la SNC dispose en tout cas d'un système de numérisation qui va permettre aux élèves, aux étudiants et même aux chercheurs de pouvoir avoir cette documentation. La SNC, dont la mission principale est la promotion des identités culturelles nationales et la création artistique, s'articule autour de deux grandes activités. La phase finale de la SNC ou GPNAL qui se déroule les années paires et les phases régionales ou semaines régionales de la culture SRC qui se déroulent les années impaires. 2021 étant une année impaire, on a déjà en ligne de mire la SNC 2022. Les semaines régionales de la culture débutent bientôt. Les phases régionales qui vont concerner les 14 régions culturelles. Et donc ces phases régionales, comme je l'ai dit, sommes en train de relire les règlements et très bientôt nous allons lancer le processus de sélection au niveau régional. Et ce processus c'est quoi? C'est d'abord, après les règlements, il faut les ventiler au niveau de l'administration culturelle déconcentrée. Je vais parler des directions régionales de la culture, les directions provinciales de la culture et même au niveau des structures déconcentrées, je parle des décentralisées plutôt, pour que tous les acteurs puissent s'approprier le contenu de ces règlements. Et notre souhait, comme la plupart de nos acteurs, les responsables des troupes l'ont souhaité, que les phases régionales se tiennent avant la saison des pluies. C'est l'une des doléances qui revient le plus souvent lorsque nous sommes en échange avec les différents acteurs. À la direction générale de la SNC et pour de nombreux acteurs culturels, on croise les bras afin qu'en 2022, on renoue avec la grande fête de la culture burkinabé. De Bobo, nous mettons le cap une fois de plus sur Waïguia et cette fois-ci pour un cours d'histoire. Sujet retenu, le 25e roi du Yatenga, Naba Kango. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce roi? Élément de réponse avec Abassé Traoré et Moussaki. Rond-point Naba Kango, à l'intérieur de cette touffe clôturée, se trouve la tombe du roi, de son vrai nom qui est Kirigo. Le lieu est aujourd'hui un repère pour beaucoup d'habitants. Ici à Waïguia, si on dit rond-point de Naba Kango, tout le monde connaît. Même si une personne qui vient ici, ça ne dépasse pas un mois comme ça. Si on dit Naba Kango, on sait c'est où. La construction de ce rond-point remonte à 1936, date du premier lotissement de la ville de Waïguia. L'endroit est hautement mystique. Et certains Yatsé croient toujours à la protection de Naba Kango. Quand il y a un danger qui vient à Waïguia ici, tu sais, on fait des sacrifices. Chacun se dit, en tout cas grâce à Naba Kango, que ce malheur-là ne vient pas à Waïguia.
On fait référence à Nabakango. Il se raconte également de la ville de Weiguia que le tour de cette tombe est défendu à tout chef. Cette histoire, les anciens savent quelque chose. C'est un constat fait par les populations de Weiguia. Tout chef d'État qui traverse la place Kango, à son retour, rencontre des difficultés. Il y a d'abord Sékou Touré qui a traversé la place Kango. Quand il est reparti, il a été chassé. Il y a Kwame Nkrumah, il a traversé cette place-là. Il a été destitué. Il y a Mokhtar Ould Daddah de la Mauritanie. Il a traversé cette place-là. Quand il est reparti, il a été destitué. Il y a Maurice Yamwego qui est descendu avec hélicoptère à la place Kango. Avec le 3 janvier, il est parti. Le rond-point Nabakango, c'est aussi des sacrifices. Un cheval par an, disent les dignitaires. Toute invocation et demande relève du pouvoir de Rassam Naba Yemdi, l'un des ministres de l'actuel roi du Yatenga, Naba Kiba. Nabakango, apanga inga, fusanta ambonjo bumbo, wala panga bumbo. Les intentions confiées à Naba Kango s'exaucent. C'est moi, Rassam Naba, qui m'occupe des coutumes. Un coq blanc. Et si ton problème est résolu, tu reviens maintenant avec un mouton blanc. Naba Kango, c'est aussi le pouvoir traditionnel d'exception sur les Yatenga, de 1754 à 1787, soit 33 ans. Sa stratégie, la conquête par la force, une stratégie contraire à la tradition du Yatenga. Conséquence, sa tombe reste sur le cœur de Weiguia, loin du cimetière royal ici à Somiaga, à la sortie nord de la ville. Naba Kango n'est pas ici parce qu'il n'a pas fait de ring. Ici, on enterre les rois qui ont accompli ces rituels. Si tu règnes sans faire les ringou, bon, à ta mort, tu restes là où tu étais. Pas ici au cimetière royal. 49 rois se sont succédés au trône, dans ce royaume situé au nord de la capitale burkinabé. L'actuel roi du Yatenga est Naba Kiba depuis 2001. Hors de nos frontières, les pays les plus riches de la planète se veulent solidaires des plus pauvres dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ils promettent plus de 7 milliards de dollars d'aide à la vaccination. Décision issue du sommet virtuel du G7 au cours duquel l'Union européenne promet également doubler son soutien au programme COVAX en Afrique. Des pays les plus puissants promettent de partager les vaccins avec les pays pauvres. C'est l'engagement qui a été pris lors d'un sommet virtuel du G7 présidé par le Royaume-Uni. 7,5 milliards de dollars au total vont être alloués à l'aide à la vaccination des pays en développement. Assurez-vous que chacun reçoive les vaccins dont il a besoin pour que le monde entier puisse sortir de cette pandémie ensemble. Et je sais que plusieurs collègues ont déjà annoncé cet idéal et nous, au Royaume-Uni, le soutenons fermement. Bien sûr, nous voulons aussi travailler ensemble pour mieux reconstruire après la pandémie. L'OMS a critiqué le mois dernier les pays riches pour avoir acheté l'immense majorité des millions de doses de vaccins et a averti que le monde était au bord d'un échec moral catastrophique en creusant le retard sur les pays en développement. L'Allemagne, pour sa part, a promis 1,5 milliard d'euros supplémentaires au programme COVAX des Nations Unies pour la vaccination des pays pauvres. Et pourtant, il s'agit d'une question élémentaire de justice. Cependant, je pense qu'il est aussi important pour les États démocratiques d'avoir une obligation envers leurs propres citoyens et de ne pas simplement utiliser les vaccins produits en Europe de façon diplomatique ou géopolitique. Au cours de ce G7, la Commission européenne a annoncé son intention de doubler sa contribution au programme COVAX à hauteur de 1 milliard d'euros et a promis 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les campagnes de vaccination en Afrique.
Voilà pour le point de l'actualité en cette mi-journée. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Bon week-end en compagnie de nos programmes.